Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et auditrice de podcasts internationaux. Dans ce 26e épisode, on va faire contre mauvaise fortune bon cœur, mais avant ça, les actus de la semaine. Chose à savoir et Bababam, ces deux studios, parmi les plus gros éditeurs de podcasts, sont les premiers à rejoindre la régie publicitaire de Spotify qui vient d'être lancée en France. Ces derniers mois, Spotify a axé sa stratégie commerciale autour de la pub et notamment de la pub dans le podcast puisqu'ils se sont rendus compte que ça pouvait leur rapporter beaucoup plus que les abonnements. Ils ont donc développé des outils d'insertion publicitaire et racheté plusieurs entreprises de l'univers du podcast, dont l'hébergeur Megaphone et Chartable, une solution d'analyse d'audience. Grâce à elle, Spotify propose aux studios qui vont rejoindre sa régie d'avoir accès à des données très détaillées sur leurs audiences et donc de pouvoir proposer des pubs mieux ciblées. Mais c'est sûrement une autre raison qui a incité Chose à savoir et Bababam à quitter Acast pour rejoindre la nouvelle régie du géant du streaming, le Spotify Audience Network, qui, je cite, permet de bénéficier d'opportunités de sponsorisation de la part d'annonceurs, augmentant la monétisation de leurs podcasts. Fin de citation. En gros, Spotify va mettre le paquet pour que les podcasts qui rejoignent sa régie soient les plus pubés possibles et de la façon la plus lucrative. Comme toutes les régies, me direz-vous, mais mon petit doigt me dit qu'il y a pas mal d'annonceurs qui n'y connaissent rien au podcast et qui auront plus tendance à faire confiance à Spotify qu'à une autre régie, tout simplement parce qu'ils connaissent déjà cette entreprise. Avant toute chose, une petite précision. Difficile de causer des Beatles sans faire entendre un peu au moins de leur musique. Mais bon, pour des raisons évidentes de droit, il ne sera pas possible d'utiliser les originaux. Donc, avec Quentin Bresson qui réalise cet épisode, on a décidé d'utiliser des reprises d'une grande variété, que ce soit en termes d'inventivité ou de qualité. Si vous faites du podcast, vous avez forcément déjà voulu insérer un extrait d'une chanson sans trop savoir si vous aviez le droit de l'utiliser ou pas. Vous avez ensuite écumé les librairies de musique libre de droit pour ne pas finir avec le même générique que 12 autres podcasts indépendants. Et enfin, vous avez cherché des covers sur YouTube en vous disant qu'en termes de droit, la SACEM ne viendrait sûrement pas vous embêter. Mais tout ça, c'est un peu du doigt mouillé. Les équipes d'Arte Radio, qui sont décidément très sympas, ont rédigé un billet de blog sous forme de questions-réponses pour vous aider à comprendre la question épineuse des droits musicaux. Mon petit-neveu peut-il me composer une musique gratuitement ? Puis-je utiliser du Beyoncé si je mets des extraits courts ? Après avoir lu les 10 réponses, vous saurez ce que vous avez le droit de faire ou non et vous aurez plein de ressources pour être dans les clous de la loi et du bon goût avec votre habillage musical. On vous met le lien de ce billet de blog dans la description de cet épisode. C'est le printemps, on a envie de sortir de chez nous et ça tombe bien puisque j'ai 3 événements à vous proposer dans les jours qui viennent. Le premier, c'est l'hébergeur Acast qui organise une soirée autour du thème féminisme et politique le jeudi 31 mars à 19h. Au programme, une table ronde avec la militante Camille Etienne, la journaliste de Mademoiselle Myriam Hegel, l'économiste et femme politique Sandrine Rousseau, qui a d'ailleurs son propre podcast, qui s'appelle Sensiblement politique, sachez-le, et l'humoriste Mao, autrice du podcast politico-humoristique Mao 2022 pour Radio Nova. L'événement aura lieu au Ground Control dans le 12e à Paris et il est gratuit sur réservation.
à tous, éditorialistes du cinéma et ou poètes de la science et tous ceux qui nous écoutent en choisissant leur prochaine lecture. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7e Science où le 7e art la ramène sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Si vous êtes plus culture que politique, le premier enregistrement public de 7e Science, podcast mi-cinéphile, mi-scientifique de Binge Audio et de la Sorbonne, aura lieu le 3 avril. La journaliste Perrine Kenson recevra le biologiste Sidney Delgado pour parler de cryptozoologie, c'est-à-dire d'animaux imaginaires au MK2 Quai de Loire dans le 19e à Paris. Les réservations sont ouvertes sur le site de MK2 et la séance aura lieu le dimanche 3 avril à 10h du matin. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Jean-Baptiste. Le même jour, les Lyonnais pourront assister à un enregistrement en public d'un épisode de Culture 2000, le podcast de culture générale du label Fréquence Moderne. L'enregistrement aura lieu le 3 avril, donc, de 15h à 16h30 au Théâtre des Ateliers Presqu'île, dans le 2e arrondissement de Lyon. Il sera question de tout le XXe siècle, rien que ça. Côté mise en scène, Arthur Junier dessinera une fresque en direct pendant l'enregistrement. C'est aussi lui qui a magnifiquement illustré le bouquin adapté de Culture 2000, l'essentiel du XXe siècle, qu'il sera possible de se faire dédicacer à la fin de l'enregistrement. Les places pour y assister sont gratuites sur réservation en cliquant sur le lien dans la description et le spectacle est aussi adapté aux adolescents. Je vais pas y aller par 4 chemins, on vit une époque angoissante au possible. En plus d'une crise climatique, de la peur constante des attentats, d'un vide politique assez affligeant, d'une pandémie mondiale, on vit maintenant avec la menace d'une guerre nucléaire. Parce que c'est vrai que ça manquait un peu à notre quotidien. Face à ça, on serait tenté de se dire que c'était mieux avant, que la vie était plus douce et qu'on n'a vraiment pas de bol de vivre aujourd'hui. Je me suis demandé si j'avais déjà écouté un podcast qui m'aidait à relativiser un peu tout ça sans me mettre le moral dans les chaussettes. Et il y en a un qui m'est tout de suite venu à l'esprit. C'est un podcast québécois qui s'appelle Les pires moments de l'histoire et qui est porté par Charles Beauchesne pour le média Urbania, qui est une sorte de Slate canadien. Comme son nom l'indique, c'est un podcast qui parle des pires moments de l'histoire avec un grand H, mais rassurez-vous, c'est surtout un podcast vraiment très drôle puisque son auteur Charles Beauchesne est humoriste. Il vient d'ailleurs de remporter le prix du meilleur podcast avec un script au Gala des Oliviers, un prix d'humour québécois, pour la 2e année consécutive, donc je ne vous mens pas quand je vous dis que vous risquez de vous marrer assez bruyamment dans le métro en l'écoutant. La première raison pour laquelle j'aime les pires moments de l'histoire, c'est le choix des sujets. Ça va des Vikings à la chasse aux sorcières, en passant par le Japon féodal, la Saint-Barthélemy ou les asiles au 19e siècle. Que des trucs sinistres au possible, mais le catalogue est assez vaste pour que chacun puisse venir piocher ce qui l'intéresse. Je vous conseille quand même d'aller aussi vers les sujets qui, a priori, ne vous intéressent pas, vous pourriez être surpris. Les épisodes durent entre 18 et 55 minutes et, peu importe la longueur, il y a toujours à peu près les mêmes séquences. Une intro, où il explique le choix de son sujet, une partie entière pour le contextualiser, le sujet en question et une conclusion, où Charles Beauchesne tire les enseignements de ce moment horrible de l'histoire, nous permettant ainsi de relativiser la notion même de bon vieux temps. Mais la vraie signature de Charles Beauchesne, c'est de faire des petits apartés dans le récit, comme des petits focus, pour s'arrêter 2 secondes sur un détail croustillant, avec des petites séquences comme le moment d'arc ou détail intéressant. Comme dans cet épisode sur Vlad l'Empaleur, charmant surnom, qui a inspiré le personnage de Dracula. Détail intéressant. À l'époque, le père de Dracula faisait partie de ce que l'on appelait les chevaliers de l'ordre du dragon. Et bon, il aurait trouvé ça tellement nice qu'il aurait dit à tout le monde de l'appeler à l'avenir Dracul, ce qui signifie, attachez bien vos ceintures, dragon. D'où la raison pour laquelle on aurait commencé à surnommer son fils Vlad Dracula, ce qui signifie, attention, retenez-vous bien de ne pas faire un accident vasculaire cérébral suite à cette surprise, le fils du dragon.
L'autre truc préféré de Charles Beauchesne, c'est d'incarner des personnages. Parce que non, Les Pires Moments de l'Histoire n'est pas juste un podcast sous forme de chronique où le narrateur raconte une histoire, c'est aussi un podcast où Charles Beauchesne invente des dialogues, souvent farfelus, et incarne des personnages historiques pour s'en moquer. Sur la forme, on est donc plus proche de On te la raconte que d'Affaires sensibles, mais avec beaucoup plus d'habillage sonore que l'émission d'Europe 1 et surtout un second degré poussé au maximum. Alors, vous vous en doutez, dans un podcast qui s'appelle Les Pires Moments de l'Histoire, les personnages sont très principalement des personnes horribles, des grands méchants, mais pas uniquement. Il s'amuse aussi à incarner des personnages secondaires de l'histoire, comme dans cet épisode sur les Jeux Olympiques de 1936 en Allemagne nazie. Plutôt que de raconter la cérémonie d'ouverture et la grosse boulette des Français au moment de saluer Hitler, Charles Beauchesne préfère les incarner. En fait, le salut que vont faire les Français pendant le défilé, c'est officiellement le salut olympique tel qu'intégré dans le décorum depuis les Jeux d'Anvers en 1920, c'est-à-dire bras droit levé vers le ciel. Et malheureusement pour eux, ça ressemble à s'y méprendre à une autre sorte de salut, mettons. Dans les faits, le salut olympique est basé sur celui du bataillon de Joinville, qui est une ville en France et non l'endroit où on fume de très très gros joints. Hihi, toute cette information pour cette blague-là que j'ai écrite bâtée, soit dit en passant. Donc, pendant la cérémonie d'ouverture, on va malheureusement se retrouver face à une situation où les Français, mais aussi les Grecs et les Canadiens, merde, ça s'est retourné contre moi plus vite que prévu, se sont mis à envoyer malgré eux des saluts nazis à la foule en se disant « Ah, c'est marrant, tous les nazis font le salut olympique. » Et à les écouter, je crois qu'il faudra aussi saluer le chancelier en anglais. Aïe Hitler! Aïe! Hello! Aïe Hitler, tout le monde! Hey, aïe! Et pendant ce temps, dans les gradins, regardez! Les nations font un hommage chevaleresque à Hitler en signe de soumission et nous soutiennent dans le nazisme! Nous sommes de bonnes personnes! Alors on rigole, mais Les Pires Moments de l'Histoire, c'est pas juste un podcast drôle. C'est avant tout un podcast historique qui donne plein de dates, de noms, de chiffres, de détails sur les personnages. Bref, un podcast rigoureux sur le plan historique. Le narrateur prend d'ailleurs la peine de citer ses sources plusieurs fois par épisode. Qui connaît un peu l'histoire, c'est que parfois, il y a des trous, des incohérences, des estimations un peu à la louche parce qu'on manque de sources ou de données, tout simplement. Et bien ça, Charles Beauchesne le met aussi en scène, comme à la fin de cet épisode sur la famine de 1932 et 1933 en Ukraine. Mais Charles, on parle de combien de morts pendant cette famine? Me demanderaient ceux qui veulent me permettre une transition en douce. Détail intéressant, mais dark quand on y pense. Bon, ça aussi, c'est compliqué et ça dépend des experts qu'on consulte. Parce que pour certains, c'est environ 3 millions de morts et pour d'autres, c'est 12 millions. Croire que les historiens calculent les morts comme on estime le poids d'une truite. Selon les archives soviétiques, qui ont été rendues publiques après la guerre froide, on estime le nombre de morts en Ukraine dû à la famine à environ 1,5 million. Mais historiquement, les pays qui tuent plein de monde ont tendance à arrondir à la baisse le nombre de décès qu'ils ont sur la conscience, et honnêtement, je serais inquiet d'un pays qui révise des chiffres comme ça fièrement à la hausse. C'est aussi que c'est difficile d'évaluer qui est mort de faim et qui est mort de maladies liées à la disette, parce qu'il y avait comme personne pour cataloguer tout ça au jour le jour en Ukraine, et une chance. Famine, malaria, famine, mangé par le voisin, famine, maladie s'apparentant à la vache folle pour humain parce qu'il a mangé le voisin, famine, gars qui a inventé la roulette russe, nous l'exclurons de la statistique. Et est-ce qu'on compte aussi les gens abattus parce qu'ils cachaient du grain ou ceux qui ont été envoyés dans les camps de travail, ce qui est techniquement une sorte d'exécution? Parce qu'à ce moment-là, le nombre de victimes se mélange à ceux de la grande purge que Staline va orchestrer à la fin des années 30 parce que les gens n'ont pas fini de payer pour ces citronniers. La vanne sur les citronniers, il faudra écouter l'épisode pour la comprendre. Bref, Les Pires Moments de l'Histoire, c'est vraiment un excellent podcast, tant sur le plan humoristique que sur le plan historique, mais je ne vous cache pas que pour l'apprécier pleinement, il faut être plutôt adepte de l'humour noir. Et j'ajoute que c'est un podcast de son temps, puisqu'il n'oublie jamais de mentionner à quel point les femmes ont été 1. Maltraitées au fil du temps, et 2. Soit effacées de l'histoire, soit diabolisées parce que c'était des femmes, tout simplement. Enfin, pour les auditeurs et auditrices qui auraient peur d'écouter un programme québécois, rassurez-vous, on comprend presque tout, même si c'est très rythmé, mais bon, il faut accepter de ne pas avoir la référence d'une blague de temps à autre. Après tout, c'est pas si grave.
J'ai voulu en savoir plus sur les coulisses de ce podcast qui dériderait un majordome anglais, alors j'ai invité Charles Beauchesne au micro de Sans Algo. Il me répond depuis le Canada. Bonjour Charles Beauchesne. Bien le bonjour. Comment est née l'idée de ce podcast que vous faites pour Urbania? Je fais du stand-up depuis maintenant 10 ans. Il y a eu un été, ça avait pas super bien vendu. J'étais un peu dans la merde. Il fallait que je me réinvente. Voilà, et on m'a proposé de faire des choses sur Internet parce que le futur et toutes ces choses. Je me suis dit, j'ai un spectacle. J'avais un autre show qui n'était pas vraiment du stand-up, qui n'était pas vraiment une conférence, qui était quelque part entre les deux, ce que j'appelais une conférence historico-humoristique. Et ce spectacle-là s'appelait Charles Beauchesne parle de la peste noire pendant 60 minutes. Et je me suis dit, ça, j'avais du plaisir, ça c'est sympathique. On pourrait prendre ce concept-là, l'adapter au web en version plus courte finalement. Puis je pourrais parler d'une infinité de trucs, de trucs historiques un peu sinistres, ça me ferait plaisir, puis tout le monde serait content. Puis après ça, je pourrais retourner à revendre des billets de stand-up au plus vite. Sauf que bon, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, on est allé pitcher le projet chez Urbania. Ils nous ont dit, si vous voulez faire une série web, ça vous coûter 10 000 par épisode, en fait. OK, d'accord. Il y a une autre option, peut-être, qu'on peut faire. Ils nous ont proposé, Charles, ça ne te tenterait pas de faire un podcast? Une chose en a mené à une autre. Je me suis rendu compte que le format de podcast est génial pour cette raison. Il me permet de créer des images dans la tête des gens, d'aller partout où je veux, avec n'importe quel personnage que j'ai envie d'utiliser. Les possibilités sont infinies et ça ne coûte rien parce que c'est la magie de l'imagination. C'en est difficile de revenir au stand-up maintenant. Et j'en suis bien content. Dans les pires moments de l'histoire, vous ne vous contentez pas de raconter des histoires, vous incarnez aussi des personnages au fur et à mesure du récit. Et avec un nom pareil, on imagine que c'est surtout des personnages un peu de salauds. Est-ce que tous les salauds se ressemblent et est-ce qu'on les incarne de la même manière? Est-ce que tous les salauds se ressemblent? Oui. Oui, et je dirais même qu'ils se ressemblent tous parce que ce sont des humains. Et on est humain parce qu'on est tous un peu salauds à notre manière. J'aime bien réhumaniser les personnages historiques qu'on a, comment dire, je ne veux pas dire déifiés, mais qu'on a, qui sont entrés dans la légende, là, puis qui maintenant sont plus grands que nature, puis sont des créatures de l'imaginaire. J'aime bien les ramener à leur état d'humain, les ramener à leur petitesse d'humain, en faire des personnages un petit peu pathétiques, un peu qui ont envie d'être aimés finalement, un peu mégalomanes, un peu crosseurs, un peu les ramener à la petite bassesse humaine. Parce que c'est ça. Parce que, en tout cas, par extension, parce qu'on est un peu ça, les humains. C'est ça le point que je fais avec les pires moments de l'histoire. C'est que peu importe l'époque, peu importe peu importe le contexte historique, on est les mêmes humains. Comment est-ce qu'on crée des bons personnages de salauds en faisant tout bonnement le voisin, le gars dans la rue, et peut-être même une partie de nous-mêmes. Comment vous savez qu'un sujet historique est un bon sujet pour votre podcast? Est-ce qu'il y a des critères dont vous avez besoin pour savoir que cette histoire, vous allez pouvoir l'écrire? 2, il y en a 2. Il faut qu'elle soit suffisamment touffue, dans le sens qu'il faut qu'il y ait suffisamment de rebondissements. Faut que narrativement, faut que ce soit pas qu'une anecdote, en fait. Et des fois, c'est ça l'affaire avec l'histoire, c'est qu'on tombe souvent sur des histoires qui sont un petit peu plus anecdotiques, qui sont, je veux dire, pas très intéressantes à raconter parce qu'elles sont très, très courtes et souvent romancées et souvent sensationnalistes un petit peu. Fait qu'il faut épousseter un peu, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Moi, j'aime bien des narratives complexes. Et le deuxième point, c'est les personnages qui sont... et généralement, j'essaie de choisir les histoires en fonction des personnages. C'est eux l'âme humaine du conflit et de l'histoire. Et c'est important d'en revenir aux humains
et à la petite bassesse humaine. Et pour moi, les personnages sont importants. Je pense même que c'est la première affaire que je cherche quand j'essaye de me trouver une nouvelle histoire à raconter. Comme je vais être obligé d'ailleurs de le faire très bientôt parce que là, c'est ça, il faut commencer à travailler la 5e saison et nous n'avons pas encore nos sujets. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Non, c'est pas vrai. Je sais exactement ce que je vais faire, mais on ne l'a pas décidé encore. Si on m'arrête pas, j'aimerais ça faire 10 saisons. 50 épisodes, chiffre rond, ça me semble être tout à fait raisonnable. Je suis certain que je peux faire exactement le point que je veux faire en 50 épisodes. 10 saisons, ça serait beau, sachant que vos épisodes sont de plus en plus longs. Dans les premières saisons, ils faisaient environ 20 minutes. Là, ils font plus 50 minutes parce que vous mettez de plus en plus de contexte aux événements que vous racontez. Pourquoi avoir choisi de les allonger pour rajouter du contexte avant l'histoire en soi? Fait que c'est pas tant, comment dire, je crois que c'est les sujets qui sont devenus de plus en plus complexes ou moi qui a eu envie en tout cas, de plus en plus à raconter. Je pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous dire. Sauf que ce que je sais par contre, c'est qu'au fur et à mesure des saisons, on est, on a atteint notre maximum de longueur. Là, c'est ça. Après la 4e, on était là, OK, on a été fou là, cette saison-ci. On a décidé de faire des épisodes complètement gigantesques. On a décidé de se donner des espèces de défis, de sinistres malades mentaux, comme compresser toutes les croisades dans un seul épisode, que je ne fais plus jamais ça de ma vie. Mais on l'a fait et c'était génial. Mais c'est long, c'est touffu, ça devient touffu pour le public, ça devient touffu pour moi, la recherche. Puis là, j'en suis là, OK, d'accord, c'est bon, on a fait des trop longs épisodes cette saison-ci. Mon objectif pour la prochaine, ce serait de réécouter tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et recalibrer. Je veux revenir à une espèce de 30 minutes maximum pour les épisodes, 30 à 35 minutes. Ma voix a changé aussi au fur et à mesure que les saisons avancent. Là, j'écoutais les dernières. Là, je suis en voix de tête. Là, je suis comme, wow, 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 Charles, qu'est-ce que tu. Calme-toi le cul, pour l'amour du ciel. Revenons à quelque chose de plus feutré. Revenons à quelque chose qui est plus dans le ton des premiers épisodes, qui me permet de ne pas m'épuiser, qui me permet de pas mettre. Mais ça, voilà, il fallait le faire, il fallait se rendre là pour mieux recalibrer. Vous n'êtes pas historien de formation, mais quand on écoute les épisodes, on voit que vous avez fait beaucoup, beaucoup de recherches parce que, comme vous dites, c'est touffu. Il y a énormément de détails historiques. Comment vous faites vos recherches? C'est quoi vos sources? Et est-ce que vous êtes accompagné pour être sûr que ce que vous racontez est rigoureux sur le plan historique? Non, je ne suis pas un historien. Je me défends de ça, bec et ongles. Je suis un humoriste qui imite grotesquement un historien. Maintenant pour la recherche. On a tous notre méthode différente. On est 3 co-auteurs, sur le projet. Moi, généralement, ce que j'aime bien faire, c'est, aller sur internet et écouter 32 documentaires. Je vais écouter tous ceux qui sont disponibles et prendre des notes et réécrire la même histoire et réécouter la même histoire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 30 fois. Regarder qu'est-ce qui se recoupe. Comment dire? Qu'est-ce qui est mentionné? Qu'est-ce qui est mentionné à toutes les fois? Faire OK, d'accord, c'est bon, ça, c'est important. Ça, ce détail-là est important aussi. Ça, tu vois, ça, celui-là, l'autre documentaire me l'avait raconté d'une façon différente. À vérifier quelle est la vérité de cette affaire-là. Là, j'ai ma liste des choses qui sont à vérifier par la suite, que je suis comme, OK, un tel le raconte d'une telle manière, un tel le raconte d'une autre manière. Là, on entre dans la phase de triangulation des données, comme on dit. Là, je m'en vais sur des encyclopédies. Et après ça, après toutes ces couches de recherche, bon vieux Encyclopédie Britannica, bon vieux, hey, Wikipédia. Ne crachons jamais sur Wikipédia quand vient le temps de recréer rapidement la narrative de quelque chose avec tous les points au fur et à mesure. C'est pratique, pratique, pratique. Le slogan du podcast, c'est «Ici, pas de place pour le bon vieux temps, juste le mauvais». Pourquoi vous avez eu envie de dire que non, c'était pas mieux avant? Parce que ça ne l'était pas, parce que
ça vient à l'encontre du principe du futur. Je veux dire, on est toujours censé améliorer les choses en tant qu'humanité. On est toujours censé avoir construit sur ce qui se passe, sur ce que nos ancêtres ont fait préalablement. Et non, je veux dire, le bon vieux temps, c'est toujours pire. C'est toujours une époque où les esprits sont techniquement plus fermés. C'est toujours une époque où il y a plus de violence, plus de sexisme, plus de toutes ces choses-là. Fait que non, le bon vieux temps, je pense que le passé devrait toujours être pire que le présent ou le futur. Là, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va, par contre. J'ai bien hâte de voir. C'est soit la coopération mondiale ou l'annihilation humaine, et je n'arrive pas à me décider sur les deux. À votre avis, est-ce qu'on est en train de vivre un des pires moments de l'histoire? Présentement, à notre manière, on est en train de vivre un pire moment de l'histoire pour l'époque de l'absolu confort et de l'absolu divertissement. La COVID, c'est un peu notre pire moment, c'est un peu pour l'instant, c'est un peu notre espèce de défi générationnel, mais c'est quand même le défi générationnel où on a juste à rester en pyjama puis fumer plus de potes que jamais. Là. On n'est pas obligé d'aller se battre contre les Japonais outre-mer. Là. Ça va somme toute très bien. C'est une catastrophe, mais il y a bien pire. Maintenant, reste à voir. Est-ce que cette catastrophe est une catastrophe en soi, de laquelle on va apprendre, puis les choses vont mieux aller par la suite, ou est-ce que c'est une catastrophe prélude à quelque chose de pire encore, puis en tout cas, il est en train de se passer des affaires en Ukraine en ce moment qui peuvent nous rappeler certains événements historiques? Je ne sais pas. Reposez-moi la question dans 1 an. Merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir les pires moments de l'histoire par Charles Beauchesne pour Urbania. Le podcast compte pour l'instant 20 épisodes et il est disponible sur les principales plateformes de podcast. Si ça vous plaît, je me permets de vous recommander C'est plus compliqué que ça, podcast français de Jean-Christophe Pillot, un peu dans la même veine. Pour en savoir plus, vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode 7 de Sans Algo. Merci d'avoir écouté Sans Algo. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre des étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et à nous envoyer vos remarques et questions par mail ou des gifs de loutre sur Twitter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% sans algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Merci à Mona Delahaye pour le montage et à Victor Benamou pour le mixage.